Ce qui s'est passé pour cet attentat, c'est que le djihadiste a passé les barrages des talibans et s'est fait exploser au milieu de la foule, près de la porte, là où étaient stationnés les Américains. Les Américains ont également appelé leurs ressortissants ces derniers jours à éviter tout déplacement vers l'aéroport de Kaboul en raison de potentielles menaces. Après la double attaque d'hier, la capacité des talibans à maintenir la sécurité sur le sol afghan pose question, alors que le mouvement est en quête de légitimité 10 jours après sa prise de pouvoir par la force. Écoutez à ce sujet Wassim Nasr et les spécialistes des mouvements terroristes. Conduire une campagne militaire n'est pas synonyme de pouvoir tenir une ville en pensant à la sécurité de la ville et au quadrillage d'une population de 4 millions de personnes à Kaboul. On sait très bien que les talibans, en parallèle et non conjointement avec les forces afghanes à l'époque et les armées américaines, ont pu contenir l'État islamique, le priver de son sanctuaire territorial à Nangarhar. On se rappelle le président Trump en 2017, quand il a utilisé la mer des bombes, parce qu'il a appelé la mer des bombes contre l'État islamique dans la région de Nangarhar, à Tora Bora, l'ancien historique d'Al-Qaïda, etc. Donc ça a mis un terme à l'emprise mais pas du tout à sa capacité de nuisance en Iran. C'est-à-dire les talibans eux-mêmes ont essuyé plusieurs attaques, plusieurs attentats, plusieurs assassinats de la main de l'État islamique, que ce soit à Jalalabad, à Kaboul, à Herat ou à d'autres villes. Même pendant la campagne contre le gouvernement afghan, on a eu une période, on va dire, d'accalmie de 11 jours depuis la prise de Kaboul. C'était évidemment en préparation de quelque chose de plus important. Et on voit aujourd'hui, en tout cas, le paradoxe qui se dessine, où les talibans qui avaient hébergé Al-Qaïda en 2001 sont tous dans une position, ils sont obligés de faire main dans la main avec les Américains. On a vu hier les officiels américains dire qu'ils ont échangé des listes de personnes exfiltrées aux talibans, ils ont échangé des infos sécuritaires avec eux pour filtrer l'État islamique. Donc c'est un retournement assez cocasse de paradigme, on va dire. Maintenant, il y a une question qui demeure. On a entendu le président Biden dire que ceux qui sont responsables vont être suivis. Il faut voir si les Américains vont continuer à bombarder en Afghanistan contre l'État islamique avec l'aval des talibans ou pas. Mais en tout cas, les Américains sont clairs. Aujourd'hui, ils considèrent les talibans dans cette guerre contre l'État islamique comme des partenaires ou comme des gens qui ont un objectif commun. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qui ont été dealées à Doha dans l'accord de paix, c'est de contenir Al-Qaïda, l'empêcher de commettre un attentat en Occident depuis l'Afghanistan, parce que l'Al-Qaïda d'ailleurs n'a pas en ses capacités, donc c'est gagnant-gagnant pour les talibans, et de combattre l'État islamique, qui est dans l'intérêt des talibans, par peur qu'ils ne soient phagocytés par l'État islamique. Une dernière chose, il faut voir comment les talibans vont gouverner. Ça va évidemment créer des déçus, parce que les djihadistes aussi la regardent, parce que les occidentaux, et parmi ces déçus, certains pour rejoindre l'État islamique. Évidemment, c'est comme ça que l'État islamique s'est constitué en Afghanistan en 2015. On parlait un peu plus tôt des évacuations qui se poursuivent. Celles menées par la France s'achèveront ce soir. 2500 Afghans sont déjà arrivés sur le territoire français, placés en quarantaine, et vous allez le voir, ils bénéficient d'un soutien médical et psychologique. Eddie Mogier. Un long périple qui s'achève ici à Strasbourg. Dans ces bus, 110 Afghans accueillis dans un hôtel réquisitionné par la ville. En majorité des familles avec 2 jeunes enfants, exténués après plusieurs jours d'un voyage éprouvant. Les personnes ont vraiment besoin de beaucoup de repos, donc elles vont regagner leur chambre en ce moment pour vraiment se reposer, se poser. On a sur les premiers témoignages beaucoup de dénûment, des personnes qui ont vraiment vécu des choses extrêmement compliquées, notamment dans l'accès à l'aéroport à Kaboul. Accueillis par des bénévoles de la Croix-Rouge, assistés d'interprètes, ces réfugiés vont rester ici 1 mois. Le temps d'entreprendre leur démarche de demande d'asile et de commencer un suivi médico-psychologique. Il y a des espaces, par exemple, de jeux pour les enfants, des espaces de nurserie pour que les mamans puissent s'en occuper, pour que les besoins primaires soient avant toute chose répondus. Ces autres réfugiés sont eux arrivés mercredi dans ce centre de vacances non loin de Guérande. 88 personnes, désormais en sécurité, mais toujours très préoccupées par le sort de leurs amis et familles restés en Afghanistan. Il y a toujours cette sens de tristesse et voilà, ils sont, ça prendra un petit peu plus de temps pour eux pour trouver le calme. Pour un
l'instant, ils sont toujours inquiets sur la situation, ce qui se passe en Afghanistan. D'autres villes se préparent à accueillir à leur tour des ressortissants afghans. La région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé attendre 270 personnes d'ici la fin de la semaine. Voilà ce que l'on pouvait dire de la situation ce vendredi en Afghanistan qui occupe, vous l'avez compris, une grande partie de nos éditions. On va parler désormais du sort des artistes afghans et des femmes en particulier avec vous, Axel Simon, vous m'avez rejoint en studio. Leur situation là-bas, Axel, et leur exil à l'étranger pour beaucoup d'entre eux a commencé. Oui, et si on connaît tous en France le nom de l'écrivain et réalisateur Atik Rahimi, qui est franco-afghan, on entend finalement peu ou peut-être pas assez parler des artistes afghans. Ils sont nombreux et en général très prolifiques avec un message en général très engagé et très fort. La situation que vit le pays en ce moment donne un écho tout particulier à leur combat et notamment le combat des artistes femmes. Alors on va se pencher sur le parcours de deux d'entre elles. Une cinéaste, Sarah Karimi, qui a fui Kaboul avec sa famille pour aller en Ukraine il y a quelques jours, et une photographe plasticienne, Rana Akbar, qui vient d'arriver, elle, en France. Toutes les deux, elles ont fui dans les jours qui ont suivi la prise de pouvoir avant le 14 août. C'est un sujet signé Olivier Salazar-Bétiguier et Marc Pope. De la tension, du suspense et un sentiment d'urgence. Cette fuite frénétique de l'instant pourrait être la scène d'un film d'action. Mais pour Sarah Karimi, c'était bien trop réel. La réalisatrice afghane a longtemps souhaité rester dans son propre pays, quoi qu'il en coûte. Mais elle s'est enfuie via l'aéroport de Kaboul, où la situation est Avec l'aide des autorités turques et ukrainiennes, Sarah et sa famille sont à présent à Kiev. À la tête de l'organisation des films afghans, Sarah Karimi s'est forgé une grande carrière au cinéma. Son long métrage, Ava Maria Manisha, a été salué par l'actrice Angelina Jolie et a été applaudi au Festival du film de Venise en 2019. Qui est-ce? À présent, elle craint pour l'avenir de son art et surtout pour l'avenir des femmes restées en Afghanistan. Don't keep silent, please, please, please. And I beg you, please, tell to your husband not to give them recognition. If they give the Taliban political recognition, if they accept them, they will destroy our lives, women's lives. Une inquiétude relayée par la photographe Rana Akbar, elle qui à travers son art explore le deuil et l'oppression au sein de la société afghane. Son exposition à Barzanan célèbre les figures féminines emblématiques, mais aussi les assassinats ciblés. Saddened to be here today. It feels devastating to give my words to you today. Writers, activists, mothers, brothers, children. Rana Akbar a dû fuir l'Afghanistan car ses œuvres étaient jugées trop provocantes. Ses autoportraits envoient malgré tout un message fort. Les artistes et des femmes ne peuvent pas être effacés. Miwa Msana Tati Bani photographe de découvrir ce reportage et s'intervenir un peu plus tôt sur nos antennes. On dit là, il y a quelques jours et qui est actuellement en France en quarantaine. Elle était en contact ces derniers mois avec les autorités françaises pour essayer de faire sortir ses œuvres de Kaboul jusqu'à ce qu'elle comprenne et qu'elle sente qu'elle ne pouvait plus y rester. C'est allé très vite et les autorités françaises ont organisé son rapatriement très récemment. Elle est connue en effet, comme disait le sujet de Marc Pope, pour son travail très engagé autour des artistes femmes et puis de leur combat contre l'oppression patriarcale. Et elle était donc là en Skype sur le canal anglo de France 24. Elle nous disait à quel point son sort à elle et aux autres artistes serait différent si elle était restée en Afghanistan. C'est au micro de Ed Jackson, on écoute. Ce qui me serait arrivé, ils m'auraient probablement jeté en prison ou tué. C'est ce qu'ils ont fait à des centaines de personnes. Des personnes qu'ils ont prises pour cible et tuées depuis septembre dernier.
La plupart de ces personnes étaient des femmes. Elles étaient toutes jeunes, reconnues, des militantes, des artistes, des écrivains, des journalistes, des juges. Je pense qu'il m'aurait fait la même chose. Et il ferait pareil à quiconque ayant réussi à fuir le pays. Voilà pour le témoignage de Rada Agba. Et comme pour elle, Axel, certains pays accueillent déjà quelques-uns de ces artistes menacés. Oui, c'est le cas de la France. Plusieurs initiatives sont en cours, puisque l'art et la culture, de toute évidence, ne sont plus les bienvenus en Afghanistan. Par exemple, la Cité internationale des arts à Paris, qui met en place un programme d'urgence d'accueil et de résidence d'artistes, ou alors à Marseille, la Friche